Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vampire de Montréal, je reviens vers vous avec le démarrage de la campagne de Vampire la Macarade. La Mascarade Chapters dans cette campagne. Ce que je veux voir, tout du moins avec le démarrage, c'est si c'est suffisamment convaincant pour que je ne regrette pas l'achat et pour que je ne condamne pas Flyos au bûcher éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont fait des conneries sur cette version, vraiment de l'amateurisme. J'ai entendu ce terme-là il n'y a pas longtemps à propos d'un jeu vidéo, je crois. Amateurisme. Eh bien, ouais, c'est un petit peu le cas. J'ai envie de le dire comme ça. Prout. Et avant de me faire un avis quasi définitif, et je vous rappelle que je n'aime pas me donner un avis et me faire un avis avant d'avoir quand même trituré le contenu d'une campagne. C'est beaucoup plus dur à faire que lorsqu'il s'agit de scénario one-shot. Je pense notamment aux Demeures de l'épouvante. Parce qu'un scénario one-shot veut dire que une fois joué, une fois rangé, on peut en faire trois différents, de difficultés différentes, et puis se faire un réel avis. Contrairement à une campagne où, si ça se trouve, ça peut très mal démarrer, et finalement, monter en puissance et avoir de super bonnes idées au final. Ou à l'inverse, un très bon démarrage d'histoire, d'immersion, et puis au fur et à mesure que vont avancer les chapitres, on s'aperçoit que Gadasdrof, au final, c'est plus aussi funny que ça. Donc, sur ce chapters, on va avoir une grosse introduction. C'est le but de cette vidéo, de se faire cette très grosse introduction. Alors, pourquoi très grosse ? Parce que je vous montre donc dans le livre d'histoire, on a 1, 2, 3, 4, 5 pages. C'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai failli n'en faire qu'un résumé et puis je me suis dit non. Pas de salisette, pas de ça sur la chaîne. On y va, on prend le temps. De toute façon, vous avez bien vu que j'avais un planning qui, en termes de production de vidéo, était très quoi ? Bah, pas très suivi, optimal. Hein. Donc, je fais au mieux maintenant. Mais là, on va se lire l'introduction. Je pense que ça va déjà donner une très bonne base sur une projection de la campagne. Alors, on a quand même fait les 8 premiers prologues. Pourquoi 8 premiers ? Non, il n'y en a que 8. Donc, on a fait les 8 prologues. Il y avait quand même pas mal de bons dans ces prologues, avec la narration, qui était assez sympa. Donc on va enchaîner avec le prologue, vraiment l'introduction à la campagne. Et puis après, derrière, je pense que je ferai au moins 3 scénarios, les 3 premiers. Et on verra comment ça va réussir à nous embarquer, cette histoire-là. Qu'est-ce que j'oublie ? Pas grand-chose. Alors là, ça va être que de la simple lecture, donc je ne savais pas trop quoi mettre en présentation. J'ai invité tous nos protagonistes futurs héros de cette campagne, justement, et on va voir comment les impliquer par la suite. Allez, on y va. Ça commence par la Cité des Saints, introduction à la campagne. Et je vais commencer d'ailleurs tout de suite par un PNJ, qui est Betty. Je ferai des pauses pendant la lecture, d'une part pour boire à mon avis, et puis d'autre part pour mettre les visuels des protagonistes qui sont insérés au fil de ces pages d'introduction. Et on commence par Betty. Betty posa son regard sur Gabriel et un léger sourire se dessina sur ses lèvres pendant que ses mains caressaient le volant du véhicule.
Ce soir, c'est le grand soir pour toi, Gabe. Tu sais, je vais te présenter à quelques personnes très influentes. Tiens-toi bien et, surtout, évite les questions idiotes. La voiture traversait les rues de la ville, éclairée du rouge et du vert des feux de circulation. Tout le monde surnomme Montréal la Cité des Saints. Manifestement, ce nom ne vient pas des vampires qui vivent ici. Entre nous, on s'appelle les descendants. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Elle lui sourit entre deux coups d'œil au rétroviseur avant de scruter le trafic au travers de la pluie battante. Avant que nous nous installions dans cette ville, un autre type de vampire vivait ici. C'était une secte dévouée à la mort, baptisée le Sabbat. Tu te souviens du sabbat? La toréador laissa sa phrase en suspens. Il aura fallu un bon moment à Gabriel pour prendre conscience qu'elle attendait une réponse de lui. Il marmonna un vague « non, pas trop », qui suffit à l'inviter à poursuivre. Ils ont régné pendant des siècles, mais une nuit, il y a un peu plus de 15 ans, un groupe de mortels appelés inquisiteurs ont changé la donne. Toi, tu as survécu, car tu étais 6 pieds sous terre, littéralement. Elle lui adressa un nouveau regard accompagné d'un sourire compatissant que Gabriel se força à lui rendre. Brusquement, elle se gara en pleine piste cyclable. Mais où était-il? As-tu vu ces belles proies là-bas? Non. Gabriel n'avait pas encore développé ce type de réflexe. Il faudra que je revienne rôder ici demain, histoire de chasser un peu, dit-elle. Gabriel découvrait petit à petit qu'un rien pouvait détourner l'attention de sa protectrice, fascinée par ce qui lui semblait esthétique. Et dans le cas de Betty, il s'agissait souvent de physique séduisant, ou du moins, selon ses goûts qui semblaient très spécifiques. Elle reprit la route ainsi que la conversation comme si de rien n'était. Bref, les membres du sabbat avaient des mœurs particulièrement sinistres et primitives. Orgies sanglantes, sacrifices rituels, marches sur les braises, et encore, cela n'est qu'un échantillon. Agression en meute, guerre territoriale pour des villes, massacre de communautés entières, diablerie, que certains désignent comme du cannibalisme vampirique. Arrêtée à un feu rouge, elle marqua également une pause dans son récit. Le soir où les inquisiteurs ont découvert le repère du sabbat, tout a basculé pour eux. On a baptisé cet événement la nuit des cendres. Des siècles de domination réduits en poussière. Gabriel fixait l'extérieur par sa fenêtre. Les immeubles recouverts de graffitis gigantesques, les rares piétons qui osaient braver la pluie torrentielle et les innombrables cônes orange et blancs, marquant çà et là les travaux éphémères de cette ville usée. Mais Betty ne prêtait pas attention à ce genre de détails. Elle ne s'intéressait qu'aux êtres de chair et de sang, et à la politique. Ceux qui la respectaient la qualifiaient de héros de la ville, et les autres de harpies. C'était à elle qu'incombait la transmission des nouvelles, la bonne circulation des rumeurs et la tenue de compte des faveurs dues entre vampires dans tout Montréal. Elle reprit. À vrai dire, des inquisiteurs traînent toujours dans le coin. Ils sont particulièrement bien armés, renseignés et méticuleux. Le moindre écart à la mascarade pourrait donc nous être fatal. Betty ralentit pour chercher un panneau du regard à travers le pare-brise recouvert de gouttelettes de pluie. On cause, ça y est, je suis perdu. Elle désigna un imposant immeuble à gauche de la voiture. Tu vois cette cathédrale? C'est Marie-Reine du monde. Les vampires du sabbat s'y réunissaient autrefois. De nos jours, à la Camarilla, quand vient le temps de nous rassembler, ça se tient souvent dans des lieux qualifiés d'Elysium, autrement dit, en terrain neutre. Et c'est justement dans un tel endroit que nous nous rendons ce soir, à la jungle. Le reste du trajet se déroula en silence. Le soulagement de Gabriel était palpable.
La jungle. Gabriel avait entendu parler de ce casino clandestin. Montréal en comptait peu. Il n'était pas vraiment joueur, non pas par éthique, mais plutôt par manque chronique de liquidité, ce qui le retenait par la même occasion de risquer le peu qu'il possédait. Ah, nous y voilà. Souviens-toi, la plupart des bétails ignorent ce que nous sommes réellement. Nous maintenons la mascarade en dissimulant notre vraie nature. Pour ces simples mortels, nous ne sommes qu'un couple venu se divertir à la tombée de la nuit. Elle le gratifia d'une petite tape polie sur le bras, puis ils sortirent du véhicule. Ils marchèrent vers l'entrée, gardés par un valet vêtu d'une veste bleue rayonnante. « J'imagine que tu n'as jamais mis les pieds ici. La jungle est un casino privé inspiré du jardin, celui créé par le prince de Paris, François Villon. La différence, c'est que notre version, elle, est débridée, flamboyante et plus vaste, voire même un peu extravagante, ce qu'il se doit pour des descendants d'ici. » Betty souriait aux divers employés qu'il croisait, et certains la saluaient même par son nom. Elle se fendait de conversations superficielles en retour, commentant le temps qu'il faisait ou l'affluence au casino. Gabriel observait la façon dont elle s'appropriait l'espace et se rappelait de l'avoir déjà vu employer ce genre de petits subterfuges. Cette superficialité politicienne avait beau le troubler, il en saisissait tout de même la portée et l'efficacité. Cet endroit est un élysium statique, ce qui signifie en gros que les descendants de la Camarilla et des Anars peuvent le fréquenter ensemble, même si c'est barbare et nous n'avons plus grand-chose en commun. Bien qu'elle lui parlait à voix basse, Gabriel parvenait à entendre chaque mot bien distinctement, malgré le vacarme des pièces de monnaie et le brouhaha des joueurs, davantage mus par la frustration que par la joie. Elle s'arrêta devant une table de roulette et tendit une liasse de billets à Gabriel. « Va chercher des jetons, veux-tu ? De 20 et de 50 $, tu seras un amour. Ah, et ne parle à personne excepté la caissière. Brave garçon !» Sans dire un mot, le rouleau serré au creux de la main, Gabriel s'exécuta. Même s'il bouillonnait intérieurement, cette condescendance, ces petits surnoms qu'on donnerait à son chien. Bien sûr, il lui était reconnaissant de l'avoir pris sous son aile, et mieux valait se trouver à ses côtés qu'abandonné à lui-même. Mais il se prenait maintenant à souhaiter, contre tout espoir, qu'elle perde tout au jeu ce soir. Il se rappelait le soir où il avait bu le sang de Betty. Elle avait affirmé qu'il se sentirait revigoré, que cela l'aiderait. L'opération l'avait effectivement tonifié, mais il sentait que le lien qui l'unissait à elle se durcissait et son instinct lui soufflait qu'il s'agissait là d'une connexion à sens unique. Il avait connu des problèmes d'addiction lorsqu'il était mortel et la sensation lui paraissait suffisamment familière pour qu'il n'ait pas la moindre envie de prendre une seconde dose. Après avoir ramassé les jetons de Betty, il regagna sa place à la roulette et les déposa calmement à côté d'elle. Elle lui fit signe de s'asseoir et commença à jouer. Mis à part la Camarilla et les Anars, les vampires se répartissent en lignées ou en clans. Tu as vu le gars qui rôde dans l'ombre près des machines à sous ? C'est Caleb Duval, le shérif de la ville. Tu te souviens quand nous t'avons trouvé ? Eh bien, Caleb est un Nosferatu. Oui, comme dans le film. Elle déposa quelques jetons sur les chiffres 7, 17 et 27. Visagideux certes, mais les Nosfés sont tout de même des maîtres de l'information. Caleb, lui, ne se mêle jamais aux autres et reste souvent à l'écart, rôdant et surveillant nos moindres faits et gestes. Et c'est bien tant mieux pour mes yeux, je ne supporte pas la laideur. Ah, le 7 rouge merveilleux.
Mais bon, pour faire court, chaque clan a ses particularités. Gabriel se perdait dans ses pensées, concentré à percer l'obscurité des recoins du casino. Il se mit à ignorer Betty. Celle-ci continuait de parler encore et finit par perturber sa courte quiétude. Après quelques instants, il marmonna un « excuse-moi » pour ensuite s'éclipser aux toilettes. Gabriel s'éclipse. Il resta debout un instant, les yeux rivés sur le miroir. S'il avait été vivant, il aurait clairement fait une crise d'angoisse sur-le-champ, il le savait. Il ne détacha pas les yeux de son reflet, puis tout d'un coup, il frappa des poings sur le comptoir. « Quelque chose vous trouble, mon garçon ?» Gabriel sursauta. Cette voix émanait d'une des toilettes verrouillées. Un homme mince à la calvitie marquée et vêtu d'une tenue pompeuse en sortit. Gabriel lui adressa un bref signe de tête et l'homme lui rendit son geste. En voyant sa peau cireuse, Gabriel conclut qu'il s'agissait d'un descendant. « J'ai entendu parler de toi, » dit l'homme en marchant vers le miroir. Il scruta son reflet un instant, puis tourna les yeux vers Gabriel. « Et je n'oublie jamais un visage. Le tien est obscur. Je devrais peut-être garder un œil sur toi. » Gabriel quitta hâtivement les toilettes, profondément troublé. Il regagna la table de roulette où les jetons de Betty avaient triplé. De toute évidence, ses désirs ne devenaient pas réalité. Betty lui lança un coup d'œil sans l'interroger ni sur son absence, ni sur son retour impromptu. Apparemment, on attendrait qu'une jeune Nosferatu fasse une déclaration dans une des salles privées. Espérons qu'elle nous expliquera où sont passés mes semblables disparus. Elle prit le plateau de jetons que lui tendait le croupier et le passa à Gabriel pour qu'il le porte. Puis tous deux se dirigèrent vers une rangée de machines à sous. Elle paraissait moins joviale qu'auparavant, comme si la nuit alourdissait peu à peu sa bonne humeur. Ou qu'une angoisse sous-jacente la rongeait de l'intérieur. « Il faut que je te mette au courant, darling. Le prince de cette ville, Martin Hilkers, c'est un pantin, un moins que rien, mais c'est à lui qu'il appartient d'approuver ta présence ou de te bannir. J'ignore si c'est Villion qui tire les ficelles depuis Paris, ou alors un autre descendant, mais mon problème... » Elle s'approcha de l'oreille de Gabriel et susurra. « Mon foutu problème, c'est que plusieurs membres de mon clan et des artistes que nous financions ont disparu il y a de ça quelques nuits, et que monsieur le prince Hilkers n'a encore rien fait. Il n'a pas levé son foutu petit doigt. Et maintenant, la rumeur gronde partout, il n'a pas le choix. Cette convocation arrive si tard. » Gabriel n'avait encore jamais vu Betty dans cet état. Peut-être qu'il la rassurerait en lui servant de soupape. Il tendit la main, hésitant, et la posa sur son épaule. « Hé, je suis sûr qu'on retrouvera tes amis, ou du moins, ce qu'il en reste. » Il avait clairement mal choisi ses mots. Betty se dirigea vers une table de black-jack et d'un pas décidé, après une courte hésitation, il lui emboîta le pas. Il l'avait à peine rejoint que Betty était déjà assise et mise gros. Une fois installée à ses côtés, Gabriel tenta de nouveau sa chance. « Alors, qui est derrière le coup, à ton avis ?» Elle marqua un temps, avant de ramasser une poignée de jetons.
Certains s'imaginent que le sabbat a décidé de reprendre son territoire et que ses membres commencent par éliminer les adversaires les plus dangereux. Elle ne put réprimer un gémissement en évoquant cette idée. Gabriel trouvait cette perspective perturbante. Ah, en somme, on nous a tous convoqués à l'Elysium pour écouter cette Nosferatu appelée Luciana Ricci. Elle dit avoir des infos. Je te présenterai ensuite dans les règles de l'art plus tard dans la soirée. Je suis certaine que ça ne sera qu'une simple formalité. Elle laissa échapper un sourire artificiel. Non pas que tu sois une simple formalité à mes yeux, mon cœur, tu es une vraie œuvre d'art. Et une fois que mes semblables reviendront, ils pourront t'admirer tout comme moi. La soirée se poursuivit. Les souvenirs des derniers soirs remontaient par flash à la mémoire de Gabriel, le tout amplifié par la curieuse atmosphère de cette soirée. Il commençait à trouver le temps long. Il secoua la tête et regarda autour de lui lorsque deux mains se posèrent, une sur son épaule et une sur celle de Betty. Récupérez vos jetons, il est l'heure. Luciana est sur le point de faire sa déclaration. Gabriel reconnut cette voix si particulière et pivota pour identifier son interlocuteur. C'était l'homme aperçu plus tôt dans les toilettes. Qui était-il? Tandis qu'il s'éloignait, Betty ramassa ses jetons et les tendit à un employé. « Déposez-les au kiosque A, je passerai les prendre en sortant. » Alors que tous deux se dirigeaient vers la salle de conférence, Betty se blottit au creux du bras de Gabriel. Elle s'éclaircit la voix à plusieurs reprises, et Gabriel remarqua qu'elle tremblait légèrement, de toute évidence troublée par la situation. « Quoi qu'il advienne, je serai à tes côtés. Alors là, c'est Gabriel qui parle. « Quoi qu'il advienne, je serai à tes côtés. » se surprit-il à lui murmurer. Betty parut se détendre. Calmée par ces paroles, ils longèrent un long couloir en direction des suites. « J'aurais dû te prévenir. Méfie-toi de ce descendant qui est venu nous chercher, d'accord ? C'est le lieutenant de Hilkers, un ventru du nom de Carl Johnson, un véritable fils de... » Elle se tut lorsqu'ils rejoignirent un groupe de descendants qui commençaient à s'agglomérer devant une grande porte ornée. Par instinct, Gabriel raffermit son étreinte autour de Betty. Éprouvait-il de la peur ? Elle sembla l'interpréter en ce sens. Les portes s'ouvrirent, puis le groupe pénétra à l'intérieur. « Nous y voici maintenant, tais-toi et laisse-moi parler. Je vais m'arranger pour qu'il t'accepte. » L'aspect de la salle de conférence ne manqua pas de surprendre Gabriel. Il s'agissait en réalité d'une pièce flanquée de hautes voûtes au décor néogothique, plutôt tape à l'œil, de lourds rideaux et d'œuvres d'art classiques. Gabriel regarda les descendants se rassembler, certains assis et d'autres debout. Bien vite il conclut que l'homme occupant le centre de la pièce était probablement le prince. Celui-ci prit la parole. « Bonsoir, chers descendants. Désolé de perturber votre quiétude et vos affaires. Cependant, certains événements récents me poussent à agir. Et en tant que prince, il est de mon devoir de trouver une solution aux agitations que mes sujets peuvent ressentir. » Dans la salle planait un silence presque gênant. Cependant, cela ne semblait pas du tout déranger le prince. Le premier élément de l'ordre du jour sera la prise de parole de la jeune néo-née Luciana Ricci. Je l'invite à s'avancer et à délivrer son témoignage. Tandis que le prince se rasseyait, la Nosferatu s'avança de quelques pas, puis se tourna vers les descendants, qui avaient tous les yeux rivés sur elle.
Descendants de cette cour, je vous présente d'emblée mes excuses pour le délai qu'il aura fallu afin que cette information ne vous parvienne. Le prince ayant refusé qu'elle transite par mes agents, évoquant un possible risque de sécurité, et ce malgré notre indéfectible loyauté envers Montréal, la Camarilla et ses traditions. Le prince remua sur son siège embarrassé, tandis que Caleb Duval foudroyait l'oratrice du regard. Celle-ci poursuivit toutefois sans se soucier le moins du monde, ni de la gêne du prince, ni du jugement de son shérif. L'un de mes contacts a retrouvé la camionnette blanche. Cette révélation ne signifiait rien pour Gabriel. Et plusieurs descendants se mirent à chuchoter entre eux, et à sa grande inquiétude, Betty bondit de son siège. Descendant de la cour, cette rate d'égout à vous tenir des informations depuis plusieurs jours et rejette maintenant la responsabilité sur notre prince. Comment ose-t-elle tenir de tels propos ? Je vous enjoins de ne juger les affirmations de mademoiselle Luciana Ricci qu'à la lumière de votre clairvoyance collective. Une soudaine agitation gagna la salle tout entière, et quelques associés de Betty la rejoignirent aussitôt pour la défendre face aux représailles des différents vampires présents dans la pièce. Gabriel comprit qu'elle jouait une carte politique en soutenant le prince tout en le désavouant en privé. Le prince ne fit aucun geste pour réprimer ce vacarme, s'en remettant plutôt à Caleb Duval, qui déclara d'un ton placide mais autoritaire: « Laissez parler Luciana !» Les injonctions des vampires se muèrent en chuchotements. Puis la Nosferatu poursuivit, ébranlée en butant sur ces mots. Le véhicule a été repéré derrière une remise du jardin botanique. Nous n'avons pas pu la fouiller, bien évidemment, car le prince ne nous en a pas donné la permission sans audience officielle. Aussi, n'oublions pas que les jardins font partie du territoire soumis à Yuma, des Anars. Elle marqua une pause puis reprit. Une dernière chose. J'ai rencontré ce que j'ai pris pour un vampire sauvage, un sans âme, dans les égouts. Je m'apprêtais à lui parler lorsque j'ai découvert qu'il possédait des dons communément associés au sabbat. Lorsqu'il m'a repéré, il s'est jeté sur moi et m'a maîtrisé sans difficulté. Je m'en suis sorti de peu et il m'a fallu quelques nuits pour m'en remettre. Nous étions au courant de tout ceci depuis une semaine, mais là encore... Elle lança un regard à l'assemblée tout en évitant soigneusement le prince avant de se rasseoir. Le tumulte avait fait place à un silence interdit. Un membre du sabbat, et peut-être même plusieurs, opérant au nez et à la barbe de la Camarilla. Certains descendants se sentaient stupides, voire honteux. D'autres jetaient des coups d'œil çà et là, cherchant à se rassurer. La plupart n'avaient jamais rencontré de vampires du sabbat et ne les connaissaient que par l'intermédiaire des rumeurs et d'histoires d'horreur. Seuls quelques-uns en avaient fait l'expérience et ceux-là paraissaient rongés par l'inquiétude et le tourment. Le prince Ilkers finit par se lever. Main jointe, un sourire de politicien aux lèvres, il adressa un signe de tête à Ricci. « Merci, mademoiselle Ricci, très instructif. J'ai en effet attendu. Je doute qu'un tel agent du sabbat existe. La nuit des cendres a déjà plus de 15 ans, et jamais un signe de leur résurgence n'est survenu. Lancer de telles rumeurs risque de provoquer une instabilité à grande échelle. Cependant, il est vrai que quelques toréadors ont disparu et qu'une camionnette associée à ce rapt est désormais localisée. Concentrons-nous sur les faits, mademoiselle. » Gabriel entendit Betty serrer les crocs pour se retenir.
Mais naturellement, nous devons agir sans tarder. J'ai confié à Caleb Duval le soin de monter une équipe. Un groupe de jeunes descendants compétents se rendra au jardin botanique et fera la lumière sur tout ceci. D'ailleurs, mademoiselle Ritchie, vous en êtes. Il désigna également d'autres vampires que le reste de la cour avait essentiellement ignorés jusqu'alors. Betty n'en pouvait plus. Elle se dégagea de la prise de Gabriel et gesticula en direction du prince. « Je vous en prie, mon prince, ne remettez pas le sort de mes compagnons entre les mains d'une coterie de néo-nés inconnus. Demandez plutôt à Duval, à Valoissan ou à moi. Confier l'affaire à une personne d'expérience représente sans nul doute la meilleure option, même si l'idée a vraisemblablement échappé à votre sagacité. » Caleb Duval s'avança à grands pas en direction de Betty. « Duhamel !» l'interpella-t-il d'une voix contenue mais assez forte pour que chacun l'entende. « Tu te fourvoies et tu le sais. Rappelle-toi quelle est ta place. Tu es ici pour rassurer la cour, pas pour semer la zizanie. Je sais exactement ce que je fais. Ne t'avise plus de remettre en question mon jugement sur la sécurité de la ville. » Sur les visages qu'il parcourait au hasard dans la salle de conférence, Gabriel décela un mélange de peur, d'angoisse et d'admiration craintive face à la maîtrise du shérif. Duval venait de parler à Betty comme un parent strict le ferait à son enfant ou un enseignant aux prises avec un élève turbulent. Gabriel n'en avait pas moins l'impression que sa protectrice se sentait menacée et il se dressa face à Duval. « Elle a compris le message, shérif. Betty ne voulait pas manquer de respect. Elle est juste affectée par toute cette merde. » Voyant que l'expression étonnée de Duval se muait en amusement, il laissa Betty retomber sur son siège et en fit de même. Le prince, qui était resté debout, ouvrit les mains dans sa direction. « Ah, voilà notre deuxième sujet à l'ordre du jour. Tu dois être ce pauvre sans-clan dont on m'a évoqué la pitoyable existence. Tu as du cran, il faut l'avouer. Betty Duhamel, ton caïtif peut rester, mais il devra rejoindre la petite équipe de Duval. Il doit mériter sa place s'il en veut une. » Rien ne s'était passé comme Gabriel l'avait prévu. En voyant sa protectrice abattue, il songea qu'elle non plus ne devait certainement pas s'attendre à ce qu'on leur administre cette conclusion. Il examina la coterie présentée par le prince. Ses membres s'apprêtaient à sortir pour prendre le chemin du jardin botanique. « Bordel! Mais quelle ville de tarés !» maugréa-t-il, se demandant combien d'entre eux pourraient survivre face à un vampire du sabbat. Des souvenirs relatifs à la secte lui revenaient et désormais il ne donnait pas cher de la peau du groupe qui se frotterait à ces démons, coterie dont il faisait maintenant également partie. Fin de l'introduction à la campagne. Vous pouvez maintenant jouer chapitre 1, Sombre présage au parc, que voici. Un chapitre qui sera plutôt un petit peu épais quand même. Pas mal de choses à faire, a priori. Voici donc la fin de l'introduction. Alors, si je fais un bref retour là-dessus, je dirais que ça commence plutôt pas mal. On a à disposition, parmi les membres du sabbat, des néo-nés, comme on se fait appeler, 8 personnages. Donc je vous rappelle que ce sont les 8 personnages fournis dans la boîte de base. On a vu tout leur prologue.
J'ai été surpris de voir qu'on commençait en fait avec l'implication de Gabriel. Je m'attendais pas vraiment à celui-ci. Ce qui m'a gêné tout de suite, c'est que je suis pas vraiment fan de son parcours par rapport à son prologue. Alors, rien ne m'oblige à le jouer. Par contre, si je veux jouer le début de cette campagne plutôt jeu de rôle, en suivant le fleuve de l'histoire, je vais l'inclure. Après, Luciana Ricci, elle a eu du cran. Alors là, j'étais surpris parce que Luciana, elle a eu le cran de quand même casser, bâcher le prince à plusieurs reprises. Donc elle va forcément en faire partie aussi. Donc on en a deux là. Après, la question se pose de se dire, est-ce que je démarre à 4 pour voir comment ça tourne? Parce que de mémoire, j'avais en tête que dans les règles, on nous conseille forcément de jouer à 4, et si ça n'est pas le cas, il me semble qu'il fallait prendre des petites cartes comme ceci pour avoir des compagnons. Parce que sinon, il mentionnait que la campagne serait beaucoup trop dure. Donc imaginons que je joue avec Gabe et puis Miss Luciana, ça veut dire que il faudrait que je prenne des compagnons. Mais enfin, c'est idiot autant que je joue les 4 persos comme j'ai l'habitude en fait. Et puis au moins on verra comment s'enchaînent les tours. À ce propos, je précise que ce à quoi je vais m'intéresser vraiment sur les 3 premiers chapitres, c'est plutôt sur la construction de l'histoire et la narration que ça nous propose. Parce que les règles, on les a balayées. Avec les prologues, on a vu comment ça tournait. Donc je vais pas me faire un gros focus sur le fait d'être pile poil dans les règles. Mais avant tout, comme je vous le disais, oui, c'est de voir l'histoire, si ça nous embarque bien. Donc, je pense que je choisirais. Alors, j'aime bien Arène Conway. Et puis, alors, Arène, elle, on est plutôt axé sur du combat. Gabe, c'était un mix. Ah, comment tu t'appelles, toi? Comment c'est ton nom? Harold. Harold de Beaulieu, lui, il avait quand même pas mal de compétences en intuition, recherche, vigilance, persuasion. Donc pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas partir comme ça. De toute façon, on verra bien ce que ça donne. Donc on va faire ça. On va faire cela. Monsieur Armstrong, non. Monsieur Chartrand, non plus. Nico, non plus. Ah, c'est bien, je me souviens des noms après tout le temps de pause. Et puis alors, Miss, elle pour le coup, je ne m'en souviens pas. Pourtant j'avais dit Jade. Oh, Jeanne-Line Duplessis. Jade, pourtant je l'aime bien, la petite Jade. Hein. Ok, donc on partira avec ces 4. Ouais, c'est ça, ces 4-là, ça me paraît pas déconnant. Et puis on se lancera dans le chapitre donc intitulé Sombre présage au parc. Et on verra ce que ça donne. Alors, un retour rapide sur cette longue introduction de 5 pages. Franchement, j'aime bien. J'aime plutôt bien ce que ça nous raconte, la façon dont se posent les personnages. Donc on a le prince hein, qui chapeaute tout Montréal. On a son petit bonhomme là, lui je pense qu'on va le revoir à plusieurs reprises. Alors, j'ai mangé son nom, mais nul doute qu'il va revenir. Betty, elle est sympa comme tout. On l'avait vu dans le prologue avec Gabriel, effectivement. Et en fait, en autre personnage, il y a Caleb, le shérif. Nul doute que lui aussi, il va apparaître à plusieurs endroits de la campagne. Donc c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Ok. Là, il s'est écoulé 3 semaines. Non, plus que ça.
un mois, je pense, depuis que j'avais fini le 8e prologue. Parmi vous, s'il y en a qui ont pu avancer avec leur exemplaire, n'hésitez pas à faire un retour tout de suite, un petit commentaire pour donner la tendance. Est-ce que vous avez persévéré ou pas? Et puis souligner les passages qui déconneraient. Ça pourra me servir quand je donnerai mon avis sur Vampire la Mascarade Chapters. Ok, écoutez, on va s'arrêter là pour cette introduction à la campagne et puis on va se revoir dans la foulée pour le vrai tout premier scénario. Allez, à plus, salut, bande de vampires.